Alors, mon invité aujourd'hui est le député Les Républicains du Lot, Aurélien Pradier. Bonjour. 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 Alors, vous faites partie de cette nouvelle génération de députés, tout juste élus, qui n'hésitent pas à bousculer les codes de cette vénérable maison. Séance après séance, vous interpellez les députés de La République En Marche, les ministres, quitte à les mettre mal à l'aise. Pourquoi ce parti pris ? Écoutez, d'abord, on bouscule peut-être la maison, mais on la respecte beaucoup. Moi, je suis très respectueux de cette institution dans laquelle j'ai la chance d'être entré par le choix des électeurs. On bouscule parce que moi, je suis prêt à théoriser la turbulence démocratique. Je considère que ici bat le cœur de la démocratie et que les députés ne doivent pas être tous les mêmes, très sages, aimables, obéissants au gouvernement. Vous visez les députés de La République En Marche, vous les trouvez trop consensuels ? Moi, je n'aime pas les gens sages. Je trouve ça ennuyeux d'abord et je pense que ça manque d'idées. Et lorsque nous exprimons des convictions, ce sont des convictions que nous portons. Donc il est naturel que parfois nous soyons un peu vifs. Alors, il y a d'autres députés à La République En Marche qui font aussi de la turbulence démocratique. Adrien Taquet, il est dans les Hauts-de-Seine. Oui. Alors lui, il veut décentraliser l'Assemblée nationale et l'installer à Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord avec ça ? Non, parce que le cadurcien que je suis n'est forcément pas d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup d'artifices en ce moment. Mais vous savez, je suis interpellé par le manque de respect qu'il y a à l'institution. Parce que derrière cette sagesse apparente, cette neutralité apparente, je trouve qu'on a tendance à banaliser ce qu'est l'Assemblée nationale. C'est un lieu important. Et je crois que les députés de La République En Marche ont parfois tendance à penser qu'ils réinventent l'histoire au quotidien. Donc vous n'avez pas fini d'agiter le cocotier, si j'ai bien compris. Je n'ai pas fini de le faire et je l'assume avec respect, avec rigueur. Parce qu'au-delà de l'agitation dans l'hémicycle, il y a aussi tout le travail que je peux conduire en commission. Je suis très présent. J'ai déposé beaucoup d'amendements et je pense que ça fait partie de la vitalité démocratique. Alors, discours fleuve ce matin d'Emmanuel Macron à Tourcoing sur la politique de la ville. Beaucoup d'annonces, maintien des contrats aidés, retour des emplois francs, réinstallation des services publics comme la Poste. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour de l'État dans les quartiers défavorisés ? Tout ce qui permettra à l'État de se retrouver, de retrouver sa place dans les quartiers, aura mon soutien et je pense le soutien de la majorité des députés. Mais je dis juste attention à ce que les quartiers ne soient pas un prétexte pour se racheter une moralité politique. Vous savez, Emmanuel Macron est devenu le président des riches. A raison, parce que jusque-là, sa politique a été à destination des plus favorisés. Il a eu des mots extrêmement méprisants pour ceux qui ne sont rien, souvenez-vous. Et donc j'ai le sentiment qu'il essaie de se racheter une bonne conscience sur le dos des quartiers. Et ça me gêne. Mais il ne faut rien faire pour ces quartiers où il peut y avoir un taux de chômage jusqu'à 25%. Bien sûr qu'il faut agir. Mais vous savez, les Alors emplois francs... quand il agit, on dit c'est le président des quartiers, c'est pas le président des riches, mais il agit. Oui, il agit, c'est très bien. J'espère qu'il ne gesticule pas, mais qu'il va agir. Les emplois francs, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Le retour des bureaux de poste dans les quartiers, c'est une bonne nouvelle. Encore faut-il qu'on puisse le faire. Il y a des quartiers dans lesquels on n'arrive pas à avoir un service public. Et la question de la sécurité, elle est première dans les quartiers, avant même la question des services publics. Puis au lieu des quartiers, il y a aussi la ruralité. Vous savez, moi je suis élu d'un territoire rural, on a cassé les emplois aidés dans les territoires ruraux pour les mettre dans les quartiers, tout ça n'est pas très cohérent. On en fait trop pour les quartiers et pas suffisamment pour les territoires ruraux, c'est ça ? En tous les cas, le revirement sur les contrats aidés est caractéristique. Emmanuel Macron et son gouvernement ont cassé les contrats aidés et aujourd'hui essaient de rétropédaler pour les maintenir dans les quartiers défavorisés. Pourquoi ne pas le faire aussi dans la ruralité qui souffre ? Je dis juste qu'il ne faut pas opposer les quartiers populaires et la ruralité. Alors sur les contrats aidés, Emmanuel Macron a dit ceux qui les défendent n'en voudraient pas pour eux-mêmes. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, Emmanuel Macron a souvent tendance à catégoriser les gens entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Moi j'ai dans mon entourage beaucoup de personnes, de jeunes, qui ont bénéficié d'un contrat aidé comme d'un tremplin. Il fallait les réformer, mais ne pas casser la machine avant d'avoir trouvé une solution. C'est ce que nous avons dénoncé sur les rangs des Républicains. Alors, pour lutter contre la radicalisation de certains quartiers, il annonce pas moins de 15 plans destinés à lutter contre cette radicalisation d'ici 2018. C'est nécessaire ? C'est nécessaire, sûrement, mais la quantité ne fait pas la qualité. La loi qui a été votée dernièrement sur les questions de sécurité intérieure ont desserré l'étau qui permet justement de lutter contre la radicalisation. Ce qui me trouble, c'est cette incohérence et je le crains, ces effets d'annonce. Alors dans votre camp, les Républicains, Alain Juppé a jeté ce week-end un pavé dans la mare, alors que vous vous préparez à désigner le candidat pour la présidence de votre parti. Je sais que vous soutenez Laurent Wauquiez. Oui. Eh bien, le pavé dans la mare, il veut un grand mouvement central pour les européennes, autrement dit, un rapprochement avec Macron. Qu'en pensez-vous ? Alain Juppé a raison quand il appelle au rassemblement. Il a tort quand il appelle à ce que nous nous ressemblions tous.
Moi j'ai une conviction profonde, c'est que notre pays a besoin d'un débat, a besoin d'une confrontation des convictions pour trouver le point d'équilibre. Il y a une droite et une gauche et c'est une bonne nouvelle. Et Alain Juppé a tort en pensant qu'en se ressemblant tous, on va mieux s'adresser aux Françaises et aux Français. Je pense que d'effacer les différences, c'est le risque de renforcer les extrêmes. Il affaiblit la candidature de Laurent Wauquiez en lançant cette idée d'un grand mouvement central. Je ne pense pas qu'Alain Juppé, qui souhaite l'unité, ait cette mauvaise intention derrière la tête. J'ai trop de respect pour Alain Juppé pour imaginer ça. Oui, mais je dis qu'il faut qu'il soit méfiant sur ces questions. En même temps, est-ce que ça ne va pas réactiver les fractures sur l'Europe qu'il y a au sein des Républicains entre eurosceptiques et pro-européens? Est-ce que vous pensez c'est un vieux vraiment... débat quand même chez les Républicains. C'est un vrai débat. Mais est-ce que vous pensez vraiment que l'avenir de notre débat politique, c'est de tous penser la même chose? C'est une bonne nouvelle qu'il y ait des visions différentes de l'Europe. C'est ce qui nous permettra d'avancer. Et c'est ce qui évitera que les Françaises et les Français deviennent totalement sceptiques vis-à-vis de l'Europe. Moi, je suis exigeant vis-à-vis de l'Europe parce que je l'aime. Je ne suis pas un BA européen. Je suis exigeant sur la question des normes, sur la question de la fiscalité. Et c'est la meilleure manière de respecter l'Europe. Mais cette annonce d'Alain Juppé en pleine campagne pour la présidence de LR, comment vous l'interprétez quand même Disons maintenant? que c'est une petite erreur de jeunesse de la part d'Alain Juppé. Il a raison d'appeler au rassemblement, je le redis, mais il faut qu'il nous aide au rassemblement. Donc je pense qu'il va se ressaisir dans les semaines qui viennent. Alors il y a 51 députés les Républicains qui réclament une commission d'enquête parlementaire après la publication du rapport de l'inspection générale des finances. Vous savez que l'annulation de la taxe sur les dividendes a beaucoup choqué. L'État va devoir débourser 5 milliards d'euros, puisque les autres 5 milliards seront à la charge de 320 grandes entreprises françaises. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans ce rapport de l'IGF réclamé par Bruno Le Maire? On n'est pas très loin du scandale d'État. Tout de même, le pouvoir c'est ce que disait politique, Bruno Le Maire. oui, j'en suis convaincu. Le pouvoir politique a pris une décision qu'il savait infaisable pour des raisons purement électorales, parce qu'au fond c'était le propos, a donc perçu des recettes fictives de l'État et aujourd'hui doit les rembourser. Tout ça n'est pas tenable. On ne peut pas être dans une situation de si peu de responsabilité politique. Et lorsque les Républicains demandent une commission d'enquête, c'est justement pour faire en sorte que ceux qui étaient à l'époque ministres ou décideurs politiques assument leurs responsabilités. Oui, mais le rapport de l'inspection générale des finances, pour vous, il ne pointe pas suffisamment les responsabilités? Non, c'est un rapport de fonctionnaire. C'est un rapport de fonctionnaire, timide comme un rapport de fonctionnaire. Responsabilité plurielle. Mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'on désigne un bouc émissaire? Pas un bouc émissaire, quelqu'un de responsable. Ce qui tue la fonction politique, c'est l'irresponsabilité. Lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est membre d'un gouvernement, que l'on prend une décision, on doit l'assumer même dans ses erreurs. C'est ce qu'attendent les Français, que le politique assume et qu'il ne se planque pas derrière des hauts fonctionnaires et des rapports divers et variés. Mais qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus, cette commission d'enquête parlementaire, si elle est actée? Parce que pour l'instant, vous la réclamez. Qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus que le rapport de l'IGF? Mais elle apportera quelque chose de différent des fonctionnaires. Je le redis, il faut que les politiques puissent juger l'action des politiques. Ce ne sont pas aux fonctionnaires ni à une inspection générale de juger elles seules l'action du politique. Et c'est aux députés légitimement, dans le cadre d'une commission d'enquête, d'éclaircir la situation. Est-ce que vous ne voulez pas d'une certaine façon pointer du doigt l'action d'Emmanuel Macron, qui était quand même à l'Élysée aussi au moment où cette taxe a été mise en place à partir de 2012? Est-ce que ce serait si anormal? Au fond, si Emmanuel Macron a une part de responsabilité, il faut qu'il assume aussi. Vous savez, cette période durant laquelle il ne faudrait pas s'occuper des sujets dangereux ou des sujets un peu bouillants est une période qui ne me convient pas. Il y a un sujet et un problème, il faut le traiter. Et si Emmanuel Macron a une part de responsabilité, alors il devra l'assumer. D'accord, vous n'avez eu aucun retour sur votre demande de commission d'enquête pour l'instant? Alors, le Sénat se penche aujourd'hui sur la surtaxe des fameuses entreprises qui vont devoir, disons, diminuer un petit peu l'ardoise de 5 milliards d'euros. Vous la voterez? Je pense qu'on peut être en mesure de la voter parce qu'elle va dans le bon sens. Je vous remercie, Je vous en Aurélien prie. Pradié. Voilà, le président François de Rugy est arrivé en séance. Vous allez être muant encore pendant cette séance? Non, je vais essayer d'être respectueux mais vif. Merci. Merci à vous. Tout à l'heure.